Bienvenue à JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et profitez du récit d'aujourd'hui. Marcus Thompson était assis sur le canapé, absorbé par son téléphone, jusqu'à ce qu'un appel de son ami Trevor lui apporte des nouvelles troublantes. Plus tôt, un détective privé avait révélé la supercherie de Rebecca. Elle et son amant se dirigeaient vers Aspen. Contrairement à ses affirmations de travailler tard à la banque, Marcus s'interrogeait sur sa naïveté, lui qui avait consacré une décennie à leur relation, désormais brisée par ses mensonges. Buvant une gorgée de café, il se renversa, songeant à leur passé. Ils s'étaient rencontrés à l'université 13 ans auparavant, tous deux poursuivant des études de commerce. Leur romance avait fleuri, conduisant au mariage après l'obtention de leur diplôme. Marcus avait rejoint l'entreprise de construction de son père, y maîtrisant divers rôles et montant en grade pour diriger le département de gestion de projet. Il aspirait à hériter de l'entreprise de son père et à succéder à Bill Patterson, le directeur des opérations partant à la retraite. Après leur mariage, Rebecca avait poursuivi une carrière de spécialiste des prêts à la Austin First National Bank. Excellent même en période économique difficile, ils vivaient confortablement dans leur maison du sud d'Austin, avec de nouvelles voitures. Apparemment en sécurité dans leur mariage, bien qu'il n'ait pas eu d'enfant, il y voyait une bénédiction au début. Rebecca avait évoqué des problèmes de fertilité, optant pour la ligature des trompes malgré sa suggestion d'adoption. Elle avait refusé. Récemment, ses sorties sociales accrues avaient éveillé ses soupçons, en particulier ses retours tardifs à la maison. Malgré le fait qu'il ait exprimé ses inquiétudes, elle les avait balayées, attribuant ses absences au stress du travail. « Que faisais-tu dehors si tard » demanda-t-il un soir alors qu'elle rentrait à la maison, l'air échevelé, une odeur de cigarette imprégnant ses vêtements. « Je traînais, je prenais quelques verres » répondit-elle sur la défensive. « C'est mes affaires, Marcus, je peux me débrouiller seul. » Marcus fut surpris par son ton, si différent de son attitude habituelle. Voyant sa réaction, elle s'adoucit. « Je suis désolé, chérie, s'excusa-t-elle, c'est juste le stress du travail qui m'atteint. Tu as pourtant géré les pressions bancaires avant, sans ça, fit-il remarquer. Qu'est-ce qui a changé ? C'est plus difficile que jamais dehors, expliqua-t-elle. La concurrence est féroce et les pressions incessantes. Je comprends, mais ne t'en prends pas à moi. Il la rassura. Je suis de ton côté. Elle le serra dans ses bras, exprimant ses regrets. Tu as raison, chérie. Je suis désolé. D'accord. Mais s'il te plaît, rafraîchis-toi, demanda-t-il. Tu sens la fumée. Désolé, s'était enfumé au bar, concéda-t-elle, se dirigeant vers la douche. Il dormait déjà quand elle le rejoignit au lit. Avec le temps, leur intimité avait diminué, passant de plusieurs fois par semaine à peine une fois tous les 15 jours. Son intérêt pour sa vie s'était affaibli, et il avait remarqué ses mensonges flagrants, comme prétendre être au bureau alors qu'elle n'y était pas. Il s'était abstenu de l'affronter, pressentant sa potentielle réaction explosive. Il se demanda combien d'autres mensonges elle avait pu raconter. Allongé et éveillé à ses côtés, il la regardait, son inquiétude évidente. « À quoi penses-tu, Marcus » demanda-t-elle. « Je suis inquiet » admit-il. « À propos de quoi » s'enquit-elle. « Nous, avoua-t-il. On dirait qu'on s'éloigne. M'aimes-tu encore ? Bien sûr, mon chéri, le rassura-t-elle en l'embrassant. Tu le sais, n'est-ce pas ? Honnêtement, je ne sais pas, avoua-t-il. Cela fait longtemps que tu ne l'as pas dit. Et notre intimité a diminué. Tu es plus souvent dehors qu'à la maison. Je suis désolé, s'excusa-t-elle. Le travail a été accablant. Je t'aime vraiment. S'il te plaît, fais-moi confiance. Peux-tu me le montrer davantage, demanda-t-il. Bien sûr, bébé, affirma-t-elle en l'embrassant. Ils furent intimes cette nuit-là, apaisant temporairement les inquiétudes de Marcus, mais les préoccupations demeuraient. Un mois passa et le cycle se répéta. Marcus commença à soupçonner quelque chose de plus profond. Un jour, son ami Trevor demanda à le rencontrer d'urgence. Bien sûr, allons prendre une bière, accepta Marcus. Je ne peux pas t'expliquer au téléphone, insista Trevor. Ils se rencontrèrent à l'Iron Cactus et Trevor lâcha une bombe. J'ai vu ta femme aujourd'hui, révéla Trevor. Oui, elle travaille dans la banque, elle rencontre des clients, haussa Marcus les épaules. J'en suis certain,
affirma Trevor. Mais je n'ai jamais su que la banque impliquait une telle proximité. Sérieusement, s'exclama Marcus. Tu dois plaisanter. J'aimerais bien, soupira Trevor. J'ai vu Rebecca avec un autre homme, se tenant la main et s'embrassant. Ce n'était pas innocent. Ça ne peut pas être vrai, protesta Marcus. Es-tu sûr que c'était Rebecca? Trevor lui montra une photo, confirmant ses soupçons. Bon sang, marmonna Marcus, demandant une copie de la photo. Bien sûr, accepta Trevor, la lui envoyant. Quel est ton plan? Je ne sais plus quoi faire, admit Marcus. Ça m'a pris par surprise. Mon ami est détective privé, proposa Trevor. Veux-tu que je te mette en contact? S'il te plaît, oui, demanda Marcus. J'ai besoin de réponses. Après s'être séparés, Marcus trouva Rebecca à la maison. Tu es rentré tôt, remarqua-t-il, surpris. Juste à temps, sourit-elle. Où étais-tu? Je prenais un verre avec Trevor, expliqua-t-il. Tout va bien avec ton ami? Pas vraiment, partagea Marcus. Sa femme lui a été infidèle. Oh non, Rebecca feignit l'innocence. Oui, répondit Marcus. C'est un cauchemar. Je suis content que nous n'ayons pas ce problème. La réaction de Rebecca n'échappa pas à Marcus. Ça me briserait si tu me trahissais un jour, fit-il remarquer, observant son léger tressaillement. Je ne te trahirai jamais, assura-t-elle en l'embrassant. Je t'aime trop. Heureux de l'entendre, répondit-il en l'embrassant. Qu'est-ce qui t'amène à la maison si tôt? La conférence régionale de notre banque commence ce vendredi, expliqua-t-elle. Je voulais me préparer tôt et passer du temps avec toi avant que nous soyons séparés. Où se tient-elle? Demanda-t-il. À Denver, au Marriott du centre-ville, répondit-elle. Nous partons vendredi matin. Encore une reconnaissance de tes réalisations cette année, demanda-t-il, conscient de ses réussites passées. Je suppose, répondit-elle. Ils s'embrassèrent de nouveau et il suggéra de fêter leur anniversaire à Denver. Elle refusa, invoquant des engagements professionnels. Découragé, il accepta de célébrer plus tard. Le lendemain, il contacta Trevor pour une recommandation de détective privé. Avant le déjeuner, il rencontra l'enquêteur dans un bureau encombré du centre-ville. « Bonjour, monsieur Thompson. » Le détective le salua. « Ravi de vous rencontrer. Trevor m'a recommandé. Appelez-moi Frank Gibson. » L'homme dit, « Quelle est la situation ?» Marcus le mit au courant du voyage de Rebecca à Denver. « Denver, hein, songea Frank. Vous pensez qu'elle y prépare quelque chose? C'est possible, admit Marcus. J'ai des contacts là-bas qui me doivent des faveurs, proposa Frank. Nous allons la surveiller. Pouvez-vous me trouver le numéro de sa chambre d'hôtel? Cela coûtera plus cher. Je m'y attendais, Marcus hocha la tête. Mais j'ai besoin d'une. Il fallait connaître la vérité. Frank lui tendit un petit enregistreur audio numérique. Facile à utiliser. Il suffit de le glisser sous son siège de voiture, il est activé par la voix. Récupérez-le plus tard. Elle se gare habituellement au bureau. Marcus nota. Parfait. Frank hocha la tête. Nous nous en occuperons. Si elle fait une erreur, nous le saurons. Voici ma ligne directe pour les mises à jour. Merci, dit Marcus, prenant le numéro et rédigeant un chèque depuis son compte personnel, et non celui qu'il partageait. Ils avaient des comptes personnels séparés et avaient convenu d'allouer jusqu'à 10% de leurs revenus. Marcus dépensait généralement le sien en outils et cadeaux pour Rebecca, économisant pour des vacances jusqu'à présent. Cette nuit-là, Rebecca fit ses valises pour le voyage. Marcus proposa son aide, remarquant ses bagages excessifs. Curieux, il jeta un coup d'œil à l'intérieur et trouva des pilules contraceptives, malgré son affirmation antérieure de ligature des trompes. Il photographia ses affaires, notant des vêtements chers et des tenues révélatrices qu'il ne l'avait jamais vu porter. Il plaça discrètement l'enregistreur audio dans sa voiture et s'assura qu'il était activé avant de verrouiller. C'était peut-être la dernière fois, pensa Marcus avec tristesse, voyant leur complicité s'estomper en tant que mari et femme. Le vendredi matin, Rebecca partagea les informations sur son hôtel et promit des appels quotidiens. « Je t'aime, dit-elle en l'embrassant. »« Moi aussi, je t'aime,
répondit-il en la regardant partir en voiture. Au travail, il informa Frank des détails de l'hôtel de Rebecca. Bien reçu. Merci, reconnut Frank, prêt à déployer son équipe. Plus tard, Rebecca appela de l'aéroport, prévoyant de le tenir informé à son arrivée. Je t'aime, réitéra-t-elle. Moi aussi, je t'aime, ma chérie, fit-il écho intérieurement, dissimulant ses doutes. Quand son père s'approcha, sentant sa détresse, Marcus se confia à lui. C'est difficile, mon fils, compatit son père. Je n'aurais jamais deviné. Moi non plus, papa, acquiesça Marcus. Si tu as besoin de nous, nous sommes là, proposa son père. Merci, papa. Marcus apprécia. Partant du travail plus tôt, il trouva la voiture de Rebecca à la banque. Il récupéra l'enregistreur audio. Malgré la voiture rangée, le doute persistait. Sur le chemin du retour, Rebecca l'appela. « Salut, je viens d'arriver », l'informa-t-elle. « Merci de me l'avoir dit », reconnut-il. « Je suis en train de m'installer », poursuivit-elle. « Je t'appelle ce soir. Je t'aime. »« Moi aussi, je t'aime », lui répondit-il. Chez lui, il activa l'enregistreur audio, espérant ne rien trouver d'incriminant. Principalement, il y avait du bruit de la route et sa radio. À mi-parcours, cependant, la réalité le frappa. Il écouta sa conversation via Bluetooth. « Salut, bébé. » Une voix d'homme le salua. « Bonjour, mon beau, » flirta-t-elle. « C'est qui ce type ?» pensa Marcus en se moquant intérieurement. La semaine dernière était incroyable, l'homme se remémora. « Contente que tu aies apprécié, » gloussa-t-elle. « Les plans pour la semaine prochaine sont déjà arrangés, » confirma-t-il. « Pas encore, » admit-elle. « Je m'en occupe. » « Il ne se doute de rien ?» demanda l'homme. « Rien, » assura-t-elle. Il est crédule. « J'espère que tu as raison, » dit-il. « Il croira tout, » se vanta-t-elle. « D'accord, » concéda-t-il. « J'arrive à l'hôtel maintenant, » annonça-t-elle. « À ce soir. »« J'ai hâte, » répondit-il. « Au revoir, mon amour. »« Au revoir, » conclut-elle, mettant fin à l'appel. Marcus fixa l'enregistreur, choqué par ce qu'il avait entendu. Il réécouta l'enregistrement pour s'assurer qu'il n'avait pas mal interprété. Elle ne le trompait pas seulement. Elle avait des projets pour la semaine de leur anniversaire qui ne l'incluaient pas. Frustré, il jura intérieurement et s'interrogea sur la durée de son aventure et l'identité de son partenaire. Prenant une bière, il s'assit à son bureau, contemplant les récents événements. Avait-il négligé des signes évidents? Quoi d'autre pouvait-elle cacher? Il avait respecté sa vie privée, mais se sentait maintenant contraint d'enquêter. Sachant où elle gardait la clé, il la récupéra dans leur boîte à bijoux et se dirigea vers son bureau à domicile dans la chambre d'amis. Poussé par la trahison, il accéda au bureau. À l'intérieur, il découvrit un tissu de mensonges. Rebecca l'avait trompé tout au long de leur mariage. De manière choquante, son compte personnel contenait plus de 280 000 $, dépassant de loin la limite d'épargne convenue. En examinant ses dépenses, il trouva des cadeaux somptueux, y compris une coûteuse montre Rolex pour homme, probablement destinée à son amant. Ses achats révélaient également des vêtements chers et des visites à une clinique pour femmes, qu'elle payait en espèces. Il réfléchit aux implications et à son utilisation constante de la contraception au fil des ans. De plus, il découvrit un reçu pour une contraception d'urgence achetée quelques jours plus tôt. Il y avait plus encore. Il trouva un reçu récent pour un important acompte sur un condo dans un quartier huppé de West Austin. Se demandant si ce serait leur nid d'amour ou une stratégie de sortie, d'autres reçus révélaient des paiements pour les services publics et de nouveaux meubles. Il se demanda si l'une des clés qu'il avait trouvées était pour son nouvel appartement. Déterminé à approfondir l'enquête, il alluma son ordinateur, trouvant les mots de passe commodément listés sous le clavier. Il accéda à son email, surpris de trouver ses identifiants enregistrés, indiquant sa confiance en sa discrétion. De manière choquante, il découvrit des échanges avec Daniel Morrison détaillant leur relation, remontant à près d'un an, lorsqu'il avait pour la première fois remarqué des changements dans son comportement. Se rencontrant initialement dans des chambres d'hôtel, ils utilisèrent plus tard des bureaux privés après les heures de travail pour leur rencontre. Un email datant de 6 mois auparavant fournit des réponses à ces questions. « As-tu réglé ce petit problème ?» demanda Daniel. « Oui », répondit Rebecca.
Je suis allé à la clinique aujourd'hui. Dommage que tu ne l'aies pas gardé, remarqua Daniel. Tu aurais pu le faire passer pour celui de Marcus. Je ne peux pas faire ça, expliqua-t-elle. Il pense que je ne peux pas concevoir. Il comprendrait que ce n'était pas le sien. En repensant à 6 mois auparavant, Marcus réalisa que c'était à ce moment-là qu'il l'avait surprise à mentir pour la première fois. Mince, pensa-t-il. Elle a été complètement malhonnête. Il fit défiler leurs emails. Daniel avait suggéré qu'ils se rencontrent dans le lit conjugal de Rebecca, mais elle refusa. Je ne trahirai pas Marcus comme ça, écrivit-elle à Daniel. Ce gars n'en a aucune idée, répondit-il. Je ne le ferai pas, insista TL. Et si tu avais ton propre appartement, proposa Daniel. Tu pourrais te le permettre avec tes revenus et ton mari n'en saurait rien. Peut-être que tu tiens quelque chose, répondit-elle. J'ai mon propre compte et Marcus. Ne le remets jamais en question. Je vais commencer à chercher. C'était il y a 3 mois. Le reçu de la compte datait d'un peu plus d'1 mois. J'ai un condo, dit-elle à Daniel. J'ai versé un acompte et je reçois les meubles la semaine prochaine. Marcus n'y voit que du feu. Parfait, répondit Daniel. Eh bien, amusez-vous bien partout dans cet endroit. Marcus fut stupéfait par cette révélation. Il continua de lire les emails. Pourquoi rester avec ton mari, demanda Daniel. Pourquoi ne pas partir et t'installer chez toi? Crois-le ou non, je tiens à lui, dit Rebecca. Il n'est peut-être qu'un chef de projet dans une entreprise de construction, mais j'ai des sentiments pour lui et il me traite bien. J'ai pris l'appartement pour que nous puissions nous rencontrer sans risquer d'être vus dans les hôtels. De plus, tu es toujours marié, fit remarquer Daniel. Et, dis juste un mot et je larguerai Elena, proposa Daniel. C'est un casse-tête. On verra après la conférence, répondit Rebecca. Que se passe-t-il après la conférence? Songea Daniel. Marcus commença à imprimer les emails de Rebecca et à copier les reçus qu'il avait découverts. Au moment où il faisait cela, le numéro de Rebecca s'afficha sur l'écran. Allô, répondit-il prudemment. C'est moi, chérie, salua Rebecca. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. J'ai une sacrée migraine, mentit-il, ne voulant pas l'alerter. Je m'installe pour la nuit, l'informa TL. Prends quelque chose pour cette migraine et repose-toi. Je t'aime et tu me manques. Oui, moi aussi, marmonna-t-il. En raccrochant, il se demanda si elle avait remarqué son manque de mots affectueux. En vérité, il bouillonnait de rage. Déterminé à découvrir la vérité sur Daniel, il fouilla le site web de la banque de Rebecca et le trouva, Daniel Morrison, le directeur régional des prêts. Elle était belle et bien impliquée avec son patron. Imprimant la page, il l'ajouta à son dossier grandissant. Plus agité, il envisagea de visiter son appartement. Vérifiant son adresse, il hésita, se demandant s'il y avait un système de sécurité. En examinant ses documents, il repéra un code étiqueté « Système d'alarme ». Bien sûr, elle l'avait écrit, pensa-t-il amèrement. Fermant son ordinateur portable, il partit. Prenant des gants en latex dans le garage pour éviter de laisser des preuves. Ayant trouvé son immeuble à West Austin, il se gara à sa place et s'approcha de sa porte. Enfilant ses gants, il essaya une clé de sa boîte à bijoux. La porte céda et il entra. Repérant le panneau d'alarme, il saisit le code qu'il avait découvert et s'assura que l'alarme était désactivée. Allumant les lumières, il inspecta l'appartement, admirant les choix de meubles de Rebecca. Elle a toujours eu bon goût, songea-t-il. Dommage que sa loyauté ne corresponde pas à ses préférences en matière de décoration. Comme prévu, il n'y avait aucune photo de lui. C'était son sanctuaire, son refuge loin de leur mariage. Entrant dans la cuisine, il remarqua quelques assiettes et ustensiles. Le frigo était vide, le garde-manger dépouillé. Étonnamment, l'endroit était entièrement meublé, orné d'art moderne et doté d'une grande télévision à écran plat. Entrant dans la chambre, il la trouva elle aussi meublée de rideaux élégants qui pendaient aux fenêtres. Ouvrant les tiroirs, il découvrit de la lingerie inconnue et soupçonna la présence de Daniel à cause de vêtements pour hommes. Sortant son téléphone, il prit des photos. Dans le tiroir de la table de chevet, une carte de Daniel confirma ses soupçons. Merci pour la montre. J'attends avec impatience ta pendaison de crémaillère. Amour, Daniel. La colère monta en lui.
Il imagina affronter Daniel. Davantage de vêtements, masculins et féminins, remplissaient le dressing. Dans la salle de bain principale, il remarqua 2 brosses à dents près du lavabo et des serviettes assorties près de la douche. Il prit son téléphone, prenant quelques photos supplémentaires. Dans la deuxième chambre, un petit bureau et une chaise étaient les seuls meubles. Un câble réseau gisait sur le bureau, probablement pour son ordinateur portable. Parmi le courrier qui lui était adressé, tout provenait de sociétés de services publics. Il s'assura que son nom et son adresse étaient visibles sur les photos. Des rideaux élégants, comme ceux de la chambre, couvraient aussi les fenêtres ici. Il nota plusieurs risques potentiels d'incendie, notamment l'absence de détecteur de fumée dans les chambres et un ancien dans la cuisine. Il se demanda même s'il avait une pile, confirmant que tout était comme il l'avait trouvé. Il éteignit les lumières, activa le système de sécurité et partit, vérifiant une dernière fois la porte verrouillée. De retour à sa voiture, il réfléchit à ses prochaines étapes. Le divorce était inévitable. Il ne pouvait plus lui faire confiance. Même si elle rompait avec son amant et abandonnait l'appartement, conscient que les hommes s'en sortent souvent mal dans de telles situations. ONS, il espérait que son revenu plus élevé le dispenserait de pension alimentaire. Consulter un avocat semblait judicieux avant de poursuivre. Il espérait également que sa propriété exclusive de l'appartement signifiait qu'ils n'auraient pas à abandonner leur maison ou à en diviser le produit de la vente. Il sentait qu'elle l'avait abandonné en achetant l'appartement en secret. Sans enfant, la garde et la pension n'étaient pas des problèmes, mais il voulait des représailles pour leur trahison. La violence était hors de question. Il n'avait aucun désir d'aller en prison. De retour chez lui, il chercha en ligne et trouva une adresse pour Daniel Morrison. Espérant qu'il s'agissait du même Daniel Morrison, il composa le numéro. Résidence Morrison. Une voix de femme répondit. Est-ce Madame Morrison, demanda-t-il. Oui, c'est moi, confirma-t-elle. À qui ai-je l'honneur? Marcus Thompson, se présenta-t-il. Votre mari est le directeur régional des prêts pour l'Austin First National. C'est exact. Oui, il l'est, répondit-elle. Mais il est en conférence ce week-end et visitera d'autres bureaux la semaine prochaine. Vous devrez appeler la banque et lui laisser un message là-bas. En fait, Madame Morrison, c'est à vous que je voudrais parler, redirigea Marcus. Oh, répondit-elle. Oui, madame. Marcus continua. Je déteste vous annoncer ça, mais ma femme a une liaison avec votre mari. Êtes-vous certain, demanda-t-elle. Absolument, affirma Marcus. Et je peux fournir des preuves. Avez-vous des preuves solides, insista-t-elle. Je peux même vous montrer où ils se rencontrent si vous voulez, proposa Marcus. Il l'entendit soupirer au téléphone. Demain vous conviendrait-il, proposa-t-elle. Certainement, accepta Marcus. Quelle heure vous convient le mieux? Vers 13 heures, suggéra-t-elle. Marcus, lui fournit l'adresse de l'appartement de Rebecca et les directions. Marcus conclut, alors, à demain, avant de raccrocher. Souriant, il s'approcha de son bureau et commença à rédiger une liste de choses à faire. Première chose à faire, changer les serrures de la porte, en s'assurant que ce serait fait avant de rencontrer la femme de Daniel chez Rebecca. La tentation de noyer son chagrin dans l'alcool lui traversa l'esprit, mais il la rejeta, optant plutôt pour une part de pizza froide. Il réfléchit à ses options. Satisfait, il monta les escaliers et se retira pour la nuit. Tôt le lendemain, il se rendit à la quincaillerie, achetant des fournitures pour remplacer les serrures et fabriquant une clé supplémentaire pour l'appartement. À midi, tout. Les serrures avaient été changées. Après s'être douché, il prit son enregistreur audio et les emails imprimés du compte de Rebecca, puis se dirigea vers son appartement pour retrouver la femme de Daniel. Apercevant une Toyota Corolla à proximité, il s'approcha. Une femme séduisante aux cheveux foncés était assise à l'intérieur. Il frappa à sa vitre et demanda « Êtes-vous Elena Morrison ?» Elle confirma son identité et il lui ouvrit la porte. « Appelez-moi Marcus Thompson, dit-il, lui faisant signe d'enfiler les gants en latex qu'il lui tendait. Entrons. Je vais vous montrer leur cachette. » Utilisant le double des clés, il déverrouilla la porte sans difficulté, désactivant l'alarme de sécurité au moment où ils entrèrent. Marcus la guida dans la chambre, ouvrant les tiroirs et révélant les vêtements de Daniel dans le placard. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Je cherchais ces affaires depuis des semaines. »
Je me demandais où ses vêtements disparaissaient. Votre mari a-t-il porté une montre Rolex dernièrement, demanda Marcus. Elle l'affirma, mentionnant que c'était soi-disant un cadeau de la direction. Secouant la tête, Marcus récupéra la carte de la table de chevet de Rebecca et la lui montra. En lisant la note, elle fondit en larmes. C'est son écriture, interrogea Marcus. Oui, sanglota TL. Mais attendez, il y a plus, ajouta-t-il, lui présentant les emails et activant l'enregistreur audio. En larmes, elle lut les emails avant d'écouter l'enregistrement du vendredi. Je suis désolé, dit Marcus, l'enlaçant et retenant ses propres émotions. Ce n'est pas de votre faute, l'assura TL. Je me doutais de quelque chose, mais je manquais de preuves. Se ressaisissant, elle lui fit face. Alors, quel est le plan, demanda-t-elle. Je vais demander le divorce, déclara-t-il. Et je le mettrai à la porte dès que je le verrai, jura-t-elle. Soudain, elle s'éclaira. J'ai une idée, s'exclama-t-elle. Et si nous les aidions à emménager ensemble ici? Marcus réfléchit un instant avant de sourire. J'aime ça, acquiesça-t-il. Mais nous devons agir vite. Ils seront bientôt de retour. Daniel a dit qu'il serait absent pendant une semaine après la conférence, révéla-t-elle. Je parie que Rebecca trouvera aussi une raison de prolonger son séjour. Se rappela. NT la conversation enregistrée, Marcus jura. Bon sang, vous avez raison, admit-il. Mais je veux ces affaires hors de ma maison au plus vite. D'accord, confirma-t-elle. Retrouvez-moi ici dans 3 heures. Ça marche, accepta Marcus. Je vais emballer ces affaires. Je devrais être de retour à temps. À tout à l'heure, dit-elle en se levant. Marcus l'observa, frappé par sa petite taille et son charme, il ne pouvait concevoir pourquoi Daniel la tromperait. Ils quittèrent l'appartement et revinrent 3 heures plus tard. Leur voiture débordait de sacs contenant les affaires du couple. Ils jetèrent les sacs dans la deuxième chambre, peu meublée. Ils ne se soucièrent pas de les manipuler avec soin, sachant qu'il faudrait des heures aux conjoints infidèles pour trier tout cela. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas été très délicate avec ces affaires, remarqua-t-elle. Marcus gloussa. Moi non plus, admit-il, partageant un astérisque high-five astérisque avec elle. La regardant, il annonça, je ne sais pas pour vous, mais je suis affamé. Moi aussi, approuva-t-elle. J'irai bien pour un hamburger juteux. Un gros, bien au fromage. Ça me semble parfait, répondit-il. Je connais l'endroit idéal. Voulez-vous vous joindre à moi? C'est ma tournée. Menez-moi, répondit-elle, se dirigeant vers le astérisque Iron Cactus astérisque où il avait rencontré Trevor. Elle le suivit. Une fois garée, Helena regarda le bâtiment avec scepticisme. Un bar, s'interrogea-t-elle. Croyez-moi, l'assura-t-il. Ils servent les meilleurs hamburgers ici. Vous allez adorer. D'accord, acquiesça-t-elle. Mais j'espère que vous n'avez pas l'intention de me faire boire et d'en profiter. Riant, il la rassura. Aussi tentant que cela puisse paraître, je ne ferai pas ça, plaisanta-t-il. Zut, plaisanta-t-elle à son tour, riant. À l'intérieur, ils commandèrent des bières, des hamburgers et des frites, échangeant des histoires sur leur mariage raté pendant le repas. Leurs récits partageaient des similitudes, rencontres à l'université, mariage rapide, mais des désirs divergents concernant les enfants. Il lui demanda si elle travaillait dans la finance, ce à quoi elle répondit par la négative, exprimant l'espoir de se lancer un jour dans la comptabilité. Marcus partagea son parcours professionnel, mentionnant des opportunités dans son domaine. Peut-être que nous pourrions nous entraider si vous me donnez votre CV, suggéra-t-il. Je peux certainement le faire, monsieur Thompson, répondit-elle, prenant une bouchée de son hamburger. Son téléphone portable interrompit le moment, l'identifiant de Rebecca clignotant. Répondant d'un ton neutre, il salua, allô. La voix de Rebecca, pâteuse d'alcool, retentit. Salut, bébé. Gazouilla-t-elle. Qu'est-ce que tu fais? Juste en train de manger un hamburger au bar, répondit-il. Et toi, quoi de neuf? Devine quoi, lâcha-t-elle. J'ai gagné le prix de la meilleure performeuse. Félicitations, dit-il platement, avant qu'elle ne puisse poursuivre. Oui, et ils veulent que je reste à Denver la semaine prochaine pour travailler avec leur équipe de banque d'entreprise, continua-t-elle, inventant.
Il savait déjà que c'était un mensonge. C'est une excellente nouvelle. Il feignit l'enthousiasme. Et notre anniversaire ce mercredi, lui rappela-t-il. Je sais, et je suis désolé, s'excusa-t-elle. Peut-être pourrons-nous fêter ça le week-end prochain. Pas de souci, l'assura-t-il. Je comprends que ton travail est important. Je ne voudrais pas que tu rates une grande opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle. Rien, il écarta la remarque. Juste que notre 10e anniversaire n'arrive qu'une fois, mais je sais que ton travail compte pour toi. Ne t'inquiète pas, oui, le travail compte, mais je pensais que tu serais content pour moi, dit-elle. Je le suis, insista-t-il. Va travailler avec ton équipe bancaire. Je vais bien. Je t'aime, affirma-t-elle. Bien, répondit-il. Moi aussi. Mettant fin à l'appel, il se tourna vers Elena. C'est tout, l'informa-t-il. Elle secoua la tête avec sympathie. Elle a choisi Daniel plutôt que votre anniversaire, remarqua-t-elle, posant une main réconfortante sur la sienne. Il lutta contre les larmes. Une femme qu'il connaissait à peine montrait plus de préoccupation que sa propre femme. Quelle déception. Je suis désolé, proposa-t-elle. Merci, parvint-il à dire, esquissant un sourire. Il récupéra la carte de Frank et composa son numéro privé. Gibson, salua-t-il lorsque l'homme plus âgé décrocha. C'est Marcus Thompson. Je viens de parler à Rebecca et elle prétend qu'elle restera à Denver encore une semaine. Et vous n'y croyez pas, s'enquit Frank. Pas une seconde, confirma Marcus. J'étais justement en train de travailler sur votre rapport. Mais je vais faire surveiller mes gars et voir ce qui se passe, poursuivit. T. Frank. Nous pouvons procéder. La conférence s'est terminée il y a quelques heures, et il semble bien s'amuser. La plupart des participants rentreront chez eux demain. Oh, et votre femme et son amant ont passé la nuit ensemble. J'ai des séquences vidéo que vous pourriez vouloir voir. Je vous les enverrai par email, incluses dans mon rapport. Ce serait parfait, Frank. Marcus a acquiescé. Merci. Mettant fin à l'appel, il se tourna vers Elena. Demain, nous irons au fond des choses. Il a déclaré, mon détective privé a surpris ces deux tourtereaux passant la nuit ensemble. Il envoie des séquences vidéo. Voudriez-vous les regarder avec moi? Pas particulièrement, a-t-elle admis, mais j'ai l'impression que je devrais. Il hocha la tête, compréhensif. Eh bien, allons chez moi, a-t-il suggéré en se levant. Après avoir réglé l'addition au bar, ils partirent pour sa maison. Une fois arrivé et installé dans son bureau, la vidéo arriva dans son email. Voudriez-vous un verre avant de commencer, a-t-il proposé. Bien sûr, a-t-elle accepté. Du cola si vous en avez. Je prends 2 colas, a-t-il acquiescé, se dirigeant vers la cuisine. Revenant avec des sodas froids, il a lancé la vidéo et ils ont observé Rebecca et Daniel ensemble dans ce qui était clairement un cadre intime. Elena et Marcus eurent tous deux du mal à contenir leurs émotions en voyant leurs conjoints profiter de la compagnie l'un de l'autre. La conversation qui a suivi fut encore plus déchirante. Qu'est-ce que nos conjoints sont en train de faire en ce moment, à ton avis? Rebecca a demandé. Si je connais Elena, elle est probablement scotchée devant l'un de ses films ennuyeux, Daniel a répondu. Ou le nez plongé dans l'un de ses livres idiots. Oui, je vois ce que tu veux dire, a-t-elle acquiescé. J'imagine que Marcus est enterré sous un autre de ses rapports de projets fastidieux ou qu'il se penche sur des plannings de construction. Daniel a souri d'un air narquois. Tu penses qu'il est en train de sauver le monde ou quelque chose comme ça? Allons. La compagnie de son vieux construit des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. Quel est le problème? Alors, tu as décidé ce que tu vas raconter à ce type après le banquet de remise des prix de demain. Daniel a demandé. Oui, a-t-elle confirmé. Je dirais juste qu'on m'a demandé de rester à Denver pendant une semaine. Pour remplacer le personnel de la banque d'affaires. Il va gober ça. Bon sang, il croirait n'importe quoi que je lui raconte. Je pourrais lui dire que la lune est faite de fromage vert et il le croirait. Et d'ici qu'il comprenne, nous serons en train de nous prélasser sur les pistes d'Aspen. Daniel a ajouté, j'ai hâte de te voir dans cette nouvelle tenue que tu as achetée. Elena a éclaté. Aspen, s'est-elle exclamée. Cet idiot l'emmène à Aspen. Je vais lui arracher les tripes.
Elle s'est tournée vers Marcus. Désolé d'avoir traité ta femme de... Pas besoin de t'excuser, a-t-il répondu. Je dirais la même chose. Ils se sont reconcentrés sur la vidéo. Alors, qu'en est-il de votre anniversaire? Allez-vous simplement le sauter? Daniel a demandé. Aspen semble bien plus tentant qu'une soirée dans un restaurant de steak, a-t-elle fait remarquer. Je promets de me rattraper auprès de lui. Peut-être que oui, peut-être que non. Daniel l'a dévisagé. Tu es glacial, tu sais ça, a-t-il fait remarquer. Elle a haussé les épaules. Ce n'est que notre 10e anniversaire, a-t-elle expliqué. Il y en aura d'autres. Qui s'en soucie maintenant? J'ai besoin de toi. Sur ces mots, la vidéo les a montrés redevenant intimes, incitant Marcus à arrêter la lecture. J'en ai assez vu, a-t-il déclaré. Et toi? Elena a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Plus qu'assez, a-t-elle affirmé. Je prends rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le divorce lundi, a-t-il révélé. Voudriez-vous m'accompagner? Ça vous dérangerait, a-t-elle demandé doucement. Pas du tout, a-t-il rassuré. Elena a éclaté en sanglots. Marcus a passé son bras autour d'elle, lui offrant une épaule réconfortante. Bien qu'il ait eu aussi envie de pleurer, il s'est retenu, se concentrant sur la consolation d'Elena au milieu de son propre bouleversement émotionnel. Cela vous dérangerait-il si je passais la nuit ici, a-t-elle demandé. Pas de bêtises. Je veux juste me sentir en sécurité. Bien sûr, vous êtes la bienvenue, a-t-il répondu. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci, a-t-elle exprimé. Je n'arrive pas à croire que j'ai gaspillé toutes ces années avec cet idiot. Pendant tout ce temps, je me suis laissé berner par ses mensonges. Je comprends tout à fait, a fait Marcus avec empathie. Il l'a accompagnée à l'étage jusqu'à la chambre principale et a trouvé un vieux t-shirt qui semblait assez long pour qu'elle puisse dormir dedans. Le prenant, elle s'est retirée dans la salle de bain pour se changer. Après avoir attendu son retour, il a enfilé son pyjama et s'est installé au lit. Elle est sortie de la salle de bain vêtue du long t-shirt, et il a été presque surpris par son apparence. Il avait toujours admiré la silhouette de Rebecca, mais Elena possédait une grâce naturelle qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle a souri en se glissant sous les couvertures. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé. « Jamais vu une femme dans ton t-shirt avant. »« Aucune aussi belle que toi », a complimenté Marcus. « Les belles paroles vous mèneront partout, monsieur », a-t-elle taquiné. Il a passé son bras autour d'elle, la serrant contre lui, savourant son parfum. Elle a posé sa main sur sa poitrine, se blottissant contre lui. « Savais-tu que tu es la seule femme avec qui j'ai partagé un lit à part ma femme depuis plus de 10 ans, a-t-il avoué. Et tu es le seul homme avec qui j'ai été à part mon mari, a-t-elle révélé. Ils se sont regardés dans les yeux pendant ce qui a semblé être une éternité avant de s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, ils se sont réveillés enlacés. « Bonjour, mon dormeur », a-t-elle salué. « Tu n'as pas besoin de te presser à cause de moi », a-t-elle ajouté alors qu'il se levait pour aller à la salle de bain. « Bonjour, ma belle », a-t-il répondu. « Je serai rapide. » Il s'est soulagé dans la salle de bain, ce qui s'est avéré difficile étant donné son état d'excitation. En revenant, il a trouvé Elena déjà en train de ranger la cuisine et de préparer des œufs brouillés et du bacon pour le petit déjeuner. Jetant un coup d'œil à l'horloge, il a remarqué qu'il était 8h30. Son regard est revenu sur Elena, appréciant de la voir cuisiner dans son vieux t-shirt, se remémorant un instant les fois où Rebecca leur préparait le petit déjeuner. « Waouh, ça sent merveilleusement bon », a-t-il fait remarquer. « J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir pris possession de ta cuisine. »« Pas du tout », l'a-t-il assuré. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que quelqu'un m'a préparé le petit déjeuner. »« Rebecca ne te faisait jamais à manger ?» a-t-elle demandé. « Elle le faisait avant », a-t-il reconnu, mais elle a arrêté il y a quelque temps, prétextant que cela prenait trop de temps et qu'elle devait se préparer pour ses clients. « Merde », a marmonné Elena. « Exactement », a-t-il acquiescé. L'arôme du bacon a empli l'air alors qu'elle plaçait une assiette généreuse devant lui. Il a dévoré le repas avec avidité comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. « Waouh, c'était incroyable. Tu cuisines comme ça tous les matins. »« Chaque fois que je peux », a-t-elle répondu. Son téléphone l'a interrompu, affichant. « Salut, Franck, salut a-t-il. Tu travailles les dimanches maintenant ?
Frank gloussa. Plus souvent que je ne le voudrais, admit-il. Je voulais te tenir au courant. Hier après-midi, ta femme et son amant ont quitté Denver en voiture pour se rendre à Aspen. Ils séjournent au Little Nell Resort. Compris, confirma Marcus. Ils se sont enregistrés hier soir, ajouta Frank. J'ai un contact là-bas qui les surveille. Il semblerait qu'ils aient l'intention de rester toute la semaine. Merci, Frank, dit Marcus en notant l'information. Après avoir mis fin à l'appel, il se tourna vers Helena. Eh bien, commença-t-il. Voici les dernières nouvelles. Ils sont allés à Aspen pour des vacances de ski. Pendant ce temps, Rebecca et Daniel profitaient de leur week-end dans la station de montagne exclusive. Le paysage était à couper le souffle, avec des sommets enneigés et des hébergements luxueux qui créaient une escapade romantique parfaite. C'est parfait, songea Rebecca tandis qu'ils s'installaient dans leur suite au Little Nell. Elle jeta un coup d'œil à Daniel, qui planifiait déjà leurs activités pour la semaine. Elle ferma brièvement les yeux, réfléchissant à la dernière décennie. De brèves vagues de culpabilité l'envahirent pour avoir trahi son mari confiant. Au fond d'elle, elle reconnaissait que c'était juste un autre maillon d'une série de mauvais choix. Pourtant, elle se justifiait. Elle espérait que tout se résoudrait sans que Marcus ne le découvre jamais. Peut-être que leur mariage continuerait et qu'ils vieilliraient ensemble, prenant finalement leur retraite paisiblement. Son premier faux pas fut de révéler à Marcus qu'elle ne pouvait pas concevoir. En réalité, elle en était capable, mais elle n'avait aucun désir d'avoir une famille. La maternité pouvait en attirer certaines, mais pas elle. Elle informa donc Marcus d'obstacles médicaux présumés nécessitant une ligature des trompes. Il l'accepta, consentant finalement. Cependant, des complications avec le DIU, stérilet, surgirent, la forçant à en cesser l'utilisation en raison de l'inconfort. Elle eut recours aux pilules contraceptives conventionnelles, complétant avec un timing prudent pour éviter les complications. Bien que principalement efficace, elle se retrouva 2 fois dans des situations difficiles. La première fois eut lieu tôt dans leur mariage. Craignant la réaction de Marcus, qui révélerait sa tromperie initiale et sa réticence à la parentalité, elle chercha discrètement des soins médicaux, les finançant en privé. Heureusement, ils avaient établi des comptes séparés en plus d'un compte joint. Au début, ils avaient convenu qu'elle verserait 10% de ses revenus sur le compte joint, mais elle avait manipulé l'arrangement. Elle aurait pu financer la procédure indépendamment, sans que Marcus ne le sache. La seconde situation se présenta avec Daniel environ 6 mois auparavant. Elle révéla les circonstances à son amant et opta pour une autre procédure, en couvrant le coût depuis son compte personnel, espérant que Marcus n'en saurait rien. Puis vinrent ses aventures extra-conjugales. Pendant les 7 premières années de mariage, elle était restée fidèle à son mari. Cependant, tout bascula un jour lorsqu'elle rencontra un client remarquablement beau et riche. En un instant fugace, elle prit une décision qu'elle n'a jamais regrettée. Ils eurent une rencontre passionnée dans les limites d'une salle de conférence de banque privée après les heures de bureau, et il manifesta sa gratitude en transférant ses importants comptes professionnels à leur agence. Ces rencontres étaient rares, peut-être une dizaine de fois au cours de l'année et demie suivante. Plus tard, elle découvrit que d'autres s'adonnaient à des comportements similaires, bien qu'elle ressentît une culpabilité passagère. Elle se dit, après tout, si d'autres femmes pouvaient se faire plaisir sans conséquence, pourquoi pas elle? À son avis, cela n'avait aucun rapport avec Marcus. Son amour pour lui restait inébranlable, et ce qu'il ignorait ne lui ferait pas de mal. Puis elle rencontra Daniel, et tout changea. Il incarnait tout ce qui manquait à son mari. Marcus était analytique, pesant méticuleusement ses décisions, tandis que Daniel était impulsif, décidant sur un coup de tête. Le chemin de vie de Marcus, tant personnel que professionnel, avait été prédéterminé. Il avait consacré sa carrière à l'entreprise de construction de son père. Une trajectoire qu'il poursuivait, destinée à devenir directeur des opérations et finalement président. Inversement, l'avenir de Daniel était incertain. Il prenait chaque jour comme il venait, vivant l'instant présent, tandis que Marcus envisageait l'avenir. Leurs approches de l'intimité étaient radicalement différentes. Marcus donnait la priorité à son plaisir, tandis que Daniel était plus entreprenant, la laissant se sentir exaltée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Initialement, leur liaison avait lieu dans des motels discrets ou des bureaux de banque privés après les heures de travail, mais elle devint appréhensive d'être repérée et d'alerter Marcus ou Helena, la femme de Daniel. Puis, après que Marcus eut exprimé des inquiétudes concernant leur relation,
elle s'éloigna momentanément de Daniel, redirigeant son affection vers son mari. Cependant, sa détermination faiblit et Daniel chercha à se réconcilier, mais elle craignait que Marcus ne découvre leur liaison. Pour atténuer ce risque, elle décida d'acheter son propre appartement, offrant un sanctuaire privé pour elle et Daniel. Malgré le comportement conservateur de Marcus, elle nourrissait des sentiments persistants pour lui. Leur décision de déclarer leurs impôts séparément facilita son indépendance financière tout en bénéficiant du statut de déclaration de mariage. Cela semblait être une situation gagnant-gagnant, du moins c'est ce dont elle se convainquait. Ces événements culminèrent dans son projet de passer une semaine à Aspen avec Daniel, masquant son absence du bureau sous de longues obligations professionnelles. Après leur réunion d'entreprise à Denver, Daniel informa sa femme de ses prochains déplacements, une occurrence routinière. Elle trompa Marcus, prétendant une mission de travail d'une semaine à Denver, certaine qu'il croirait chacun de ses mots. Bien qu'elle regrettât de manquer leur 10e anniversaire de mariage, elle jura de se rattraper à son retour, s'assurant que son secret reste intact. Elle sourit en contemplant les pentes enneigées autour d'eux, ses pensées dérivant vers leurs activités prévues. Daniel avait organisé des cours de ski et diverses aventures en montagne pour leur voyage. Impatiente de profiter ensemble du complexe exclusif, cette idée suscita en elle une excitation. Contemplant leur projet, elle jeta un coup d'œil à son téléphone, s'attendant à moitié à un message de Marcus. Sa préférence pour les appels ou la communication en personne ne la surprit pas. Un sourire en coin apparut sur ses lèvres alors qu'elle posait le téléphone, se concentrant entièrement sur Daniel. Et leur semaine ensemble. Le lundi matin, leur deuxième journée complète à Aspen, Rebecca et Daniel décidèrent de s'aventurer au-delà des pistes contrôle. Et de la station. Malgré les avertissements affichés concernant les risques d'avalanche dans certaines zones de l'arrière-pays, ils engagèrent un guide local qui leur promit l'accès à de la poudreuse immaculée sur les sentiers plus reculés de la montagne. Le guide, un local expérimenté nommé Jack, avait suivi les conditions météorologiques et les rapports sur la stabilité du manteau neigeux. Cependant, une fluctuation inattendue de la température pendant la nuit avait déstabilisé le manteau neigeux d'une manière qui n'était pas immédiatement apparente, même pour des professionnels chevronnés. Alors qu'ils prenaient l'hélicoptère pour accéder au terrain vierge de l'arrière-pays le lundi après-midi, Rebecca se sentit exaltée par l'aventure. Les vues étaient spectaculaires et la poudreuse fraîche semblait parfaite pour le ski. Ni elle ni Daniel n'avaient une grande expérience du ski hors piste, mais leur guide leur assura que l'itinéraire était tout à fait à leur portée. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, c'était le changement subtil des conditions de neige qui s'était produit aux premières heures du matin. Une combinaison de chargement éolien et de changement de température avait créé une couche instable sous la poudreuse fraîche. Une recette parfaite pour le désastre. Le mardi matin, alors qu'ils effectuaient leur descente sur ce qui semblait être une piste sûre et bien espacée, Daniel déclencha une énorme avalanche de plaques. Le manteau neigeux céda de manière catastrophique, libérant un mur de neige qui dévala la montagne à une vitesse terrifiante. La balise d'urgence de Jack s'activa immédiatement, mais le volume et la vitesse de l'avalanche ne laissèrent aucun temps pour s'échapper. En quelques secondes, tous les trois furent emportés par le torrent de neige et de débris. L'avalanche les enterra sous plusieurs pieds de neige dure comme du béton. Malgré l'expérience de Jack et son équipement d'urgence, l'emplacement éloigné et l'ampleur massive de la coulée rendirent tout sauvetage immédiat impossible. Au moment où les équipes de recherche et de sauvetage purent accéder au site en toute sécurité, des heures plus tard, il était trop tard. La tragédie fit la une des journaux nationaux comme l'une des avalanches les plus meurtrières du Colorado cette saison-là. Marcus et Elena terminèrent leur petit déjeuner, rangeant les dernières assiettes avant de retourner à table pour élaborer une stratégie concernant leurs partenaires infidèles. Marcus admirait les compétences analytiques d'Elena, ressentant une nouvelle proximité avec elle qui avait été absente avec Rebecca depuis des mois. Alors qu'il retournait à table avec une tasse de café frais, son téléphone vibra, affichant un numéro inconnu avec un indicatif régional du Colorado. « Allô » répondit-il. « Monsieur Thompson, ici l'officier Sarah Rodriguez du bureau du shérif du comté de Pitkin dans le Colorado. Je vous appelle concernant un accident de ski à Aspen. » Le sang de Marcus se glaça. « Oui. Je suis au regret de vous informer que votre femme, Rebecca Sullivan Thompson, a été impliquée dans un accident d'avalanche mortel hier matin. Il n'y a pas eu de survivants. » Le téléphone faillit glisser des mains de Marcus. Elena, voyant son expression, se rapprocha. « Je comprends », réussit à dire Marcus. « Ma femme était à Aspen avec un collègue. »« Oui, monsieur. » Daniel Morrison figurait également parmi les victimes,
ainsi que leur guide de ski. Nous aurons besoin de vous au Colorado pour l'identification et pour gérer les arrangements. Les corps ont été retrouvés, mais en raison de la nature de l'accident, le processus prendra un certain temps. Après avoir fourni ses coordonnées et répondu aux questions préliminaires, Marcus raccrocha. Il se tourna vers Elena, qui avait déjà deviné la nouvelle à son expression. Ils sont partis, dit-il simplement. Avalanche. Le téléphone d'Elena sonna presque immédiatement. C'était le même appel, la même nouvelle dévastatrice concernant Daniel. Ils se tinrent dans le silence, les larmes montant à leurs yeux. Malgré tout ce que leur conjoint avait fait, la finalité de la mort apporta un mélange complexe de chagrin, de soulagement et de culpabilité. Peu après, le père de Marcus appela. Ce n'était pas inhabituel. Ses parents le contactaient souvent en apprenant des nouvelles comme celle-ci. « Salut, Marcus » salua son père. « Salut, papa. »« Comment vas-tu » répondit Marcus. « Je viens de rentrer de l'église. »« Tu as vu les nouvelles sur cette avalanche dans le Colorado » demanda son père. « Oui, j'ai vu. » Marcus confirma. « C'est horrible. »« Au fait, comment va Rebecca ? N'était-elle pas censée revenir de Denver aujourd'hui ? » « Elle ne va pas bien, papa » révéla Marcus. « Elle a été prise dans cette avalanche. »« Quoi ? » Son père haleta. « Que faisait-elle à skier à Aspen sans toi ? » « Elle était avec son petit ami » révéla Marcus. « Oh mon Dieu » réagit son père. « Je suis désolé de NT. »« Andre ça, fiston. Prends une semaine de congé et arrange les choses. Fais savoir à Bill si nous pouvons faire quoi que ce soit. Appelle-moi juste. »« D'accord. »« Merci, papa » exprima Marcus avec gratitude. Il raccrocha, son esprit tourbillonnant d'un mélange d'émotions. D'un côté, il ressentait une profonde tristesse de savoir Rebecca disparue. Pourtant, la colère bouillonnait en lui pour sa trahison, ainsi que contre lui-même pour ne pas lui avoir tenu tête plus tôt. Étrangement, l'absence de procédure de divorce ne le dérangeait pas. Cependant, la réalisation qu'il devrait assumer les dernières dépenses de Rebecca, y compris le condo, le secoua. Zut, marmonna-t-il. Il jeta un coup d'œil à Elena, se demandant comment elle allait s'en sortir, quelles mesures elle prendrait. Une idée lui vint, le poussant à l'approcher. « Elena, commença-t-il, pourquoi ne vends-tu pas ton appartement et n'emménages-tu pas ici avec moi ?» Elle rencontra son regard, les larmes au bord des yeux. « Tu es sérieux » demanda-t-elle. « Absolument » affirma-t-il. « Il y a une chambre d'amis à l'étage. Et avec les défis à venir, peut-être pouvons-nous nous soutenir mutuellement à travers tout cela. » Après un moment de réflexion, elle répondit « Pourquoi pas, mais à une condition ?»« Laquelle » demanda-t-il. « Que je partage ton lit » déclara-t-elle. « Vraiment ?» Les pensées de Marcus s'emballèrent. Réalisant que les choses allaient plus vite que prévu, écartant ses doutes, il résolut de saisir l'instant. « Bien sûr » accepta-t-il. « Cela fait une éternité que je ne me suis pas senti vraiment à l'aise. La nuit dernière a été la première fois depuis des années que je me suis senti en paix. »« Est-ce que ça te va » demanda-t-elle. « Plus que ça » lui assura-t-il. « Alors c'est réglé » confirma-t-elle. « Je vais chercher mes affaires chez moi et je serai de retour ce soir. » Marcus hocha la tête. « Je serai là » promit-il. Après son départ, il composa le numéro de Lucie, la collègue de Rebecca. « Allô » salua-t-elle. « Lucie, c'est Marcus Thompson » s'identifia-t-il. « Oh, salut, Marcus » répondit-elle. « Comment est Denver ? J'entends dire que c'est charmant à cette période de l'année. »« Je ne suis pas sûr. »« Je n'y suis pas allé » a-t-il admis. « Pourquoi ?» Le ton de Lucie changea. « Rebecca a mentionné que vous y alliez tous les deux après la réunion de l'entreprise. J'ai supposé que vous étiez en chemin. » En fait, Marcus a précisé. « Rebecca y est allée, mais pas avec moi. Elle y est allée avec Daniel. »« Quoi » s'exclama Lucie, stupéfaite. « C'est exact » a affirmé Marcus. Cependant, aucun d'eux n'est revenu. Ils ont été pris dans une avalanche à Aspen hier. Vous l'avez peut-être vu aux informations. Oh non, haleta Lucie. Sont-ils ? Ils n'ont pas survécu, répondit Marcus solennellement. Les 3 personnes de leur groupe sont mortes.
Je suis profondément désolé, Lucie exprima ses sympathies. Veuillez accepter mes condoléances. De plus, la banque a une assurance vie pour tous les employés. Je m'occuperai de la paperasse, mais j'aurai besoin de détails des autorités du Colorado. Pouvez-vous les fournir? Oui, je rassemblerai ce que je peux, promit Marcus. Mais j'ai une question pour vous. Quelle est-elle? Demanda Lucie. Étiez-vous au courant de la liaison de Rebecca avec Daniel? Demanda Marcus. J'avais des soupçons, admit Lucie. Il y avait des rumeurs, mais rien de concret. Nous avons tendance à ne pas potiner sur les affaires personnelles au bureau. Je comprends, reconnut Marcus. Eh bien, c'est tout pour le moment. Je vous tiendrai au courant. Merci, répondit Lucie. Et encore une fois, mes condoléances. Ce soir-là, alors qu'il regardait la télévision avec Elena, un reportage sur l'avalanche fut diffusé. Il indiquait que l'accident s'était produit dans une zone d'arrière-pays isolée, connue pour son terrain difficile et ses conditions d'éneigement imprévisibles. La chaîne de télévision montra des images de l'opération de recherche et de sauvetage avec des équipes utilisant un équipement spécialisé pour localiser les victimes. Le reportage indiquait que les 3 individus, 2 touristes du Texas et leur guide local, avaient été retrouvés, mais qu'aucun n'avait survécu à la coulée massive. L'avalanche les avait ensevelis sous plusieurs tonnes de neige dans un endroit qu'il avait fallu des heures aux équipes de secours pour atteindre en toute sécurité. Dans les mois qui suivirent, Marcus et Elena connurent un tourbillon d'activités. Elena emménagea avec Marcus et vendit sa propre maison. Marcus dut s'occuper du condo de Rebecca, qui n'avait aucune valeur pour lui. Par conséquent, il donna tout à des œuvres de bienfaisance et vendit la propriété, récupérant l'investissement initial de Rebecca. Marcus et Elena reçurent tous deux d'importantes indemnités d'assurance de leurs employeurs respectifs pour la perte de leur conjoint. Marcus reçut 500 000 $ de la police d'assurance vie bancaire de Rebecca, tandis qu'Hélène a reçu 400 000 $ de celle de Daniel. Ils commencèrent aussitôt à effacer toute trace de Rebecca et Daniel de leur vie. Ils jetèrent les photos, rangèrent les souvenirs et remplacèrent les meubles, surtout le lit. Les membres de la famille prirent ce qu'ils voulaient et le reste, y compris la voiture de Rebecca, fut vendue, donnée ou éliminée. Marcus géra également les complexités de la clôture des comptes bancaires de Rebecca. Après des mois de paperasse, il reçut un chèque d'environ 280 000 $. Des avocats approchèrent Marcus et Elena, cherchant à les représenter dans un éventuel litige contre la station de ski ou le service de guide. Une enquête approfondie révéla que le service de guide avait suivi tous les protocoles de sécurité appropriés et que l'avalanche était classée comme une catastrophe naturelle imprévisible. La combinaison de conditions météorologiques changeantes rapidement et des risques inhérents au ski de randonnée rendait une action en justice peu susceptible de réussir. Marcus imagina les derniers instants de Rebecca comme terrifiants. Il croyait que ces derniers moments avaient été passés dans la panique, réalisant qu'elle était emportée par des forces au-delà de son contrôle, sans aucune chance de s'échapper. Néanmoins, Marcus jugea tout regret potentiel comme trop peu, trop tard. La station de ski et le service de guide, bien que non légalement responsables, parvinrent à des règlements avec toutes les familles affectées en signe de bonne volonté, indemnisant la famille de chaque victime de 75 000 $. Combinés aux indemnités d'assurance et aux économies de Rebecca, Marcus et Elena se retrouvèrent avec plus de 1,3 million de $ après impôts. Ils disposaient encore d'une somme considérable. Les restes de Rebecca et Daniel ayant été retrouvés, des arrangements funéraires devaient être faits. Cependant, Marcus et Elena organisèrent de simples services commémoratifs, principalement pour leur famille. Ils ne versèrent pas de larmes pour leurs conjoints décédés. 3 mois après son emménagement, Elena quitta son emploi pour s'installer définitivement avec Marcus. À ce moment-là, ils étaient profondément amoureux. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant local, Marcus fit sa demande en mariage à Elena. S'agenouillant, elle accepta avec joie, suscitant les applaudissements des clients voisins. « Il est grand temps que tu fasses de moi une femme honnête », lui chuchota TL. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que tu vas être père », révéla TL, submergé de joie. Marcus la couvrit de baisers. « Je t'aime plus que tout », exprima-t-il. « Et moi, je t'aime encore plus », répliqua-t-elle. « Juste une requête », ajouta-t-elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « S'il te plaît, ne me demande pas d'aller skier », supplia-t-elle en riant. Marcus la serra fort dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », l'assura-t-il. « Nous nous contenterons des vacances à la plage désormais. »
Alors qu'ils étaient assis ensemble au restaurant, tous deux ressentaient un sentiment d'apaisement. Leur précédent mariage s'était terminé par la trahison et la tragédie, mais de cette douleur avait émergé quelque chose d'authentique et de beau. Ils avaient trouvé l'un chez l'autre non seulement l'amour, mais aussi la confiance, quelque chose que tous deux pensaient avoir perdu pour toujours. L'ironie ne leur échappa pas. La trahison de Rebecca et Daniel les avait réunis, et leur mort les avait libérés pour construire quelque chose de nouveau. Bien qu'ils ne célébreraient jamais ces morts, ils ne pouvaient nier que leur vie avait pris un tournant pour le mieux. Marcus pensa au projet de construction qu'il superviserait, à la famille qu'il construirait avec Helena, et à l'avenir qui s'ouvrait devant eux. Pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement optimiste. Helena, de son côté, sentit un poids se lever de ses épaules. L'inquiétude constante, les soupçons tenaces, le sentiment d'être tenue pour acquise. Tout cela avait disparu. À sa place, il y avait un homme qui la valorisait, qui la faisait se sentir belle et désirée, qui lui promettait un avenir bâti sur l'honnêteté plutôt que sur la tromperie. Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, les mains jointes. Tous deux savaient qu'ils avaient eu une seconde chance d'être heureux. Ils avaient l'intention d'en profiter au maximum.